On va s'intéresser de manière plus approfondie à nos trois invités, qui sont nommément... alors attendez, il faut que je passe le slide. On commence par la gauche, Claire Baudiment, qui nous dira dans 30 minutes exactement ce qu'elle fait. Elle a la qualité et le défaut de connaître la cyber, mais de ne plus faire de cyber, moins, mais enfin, elle est plus en stratégique. On a Éric Singer qui est au milieu, au titre des minorités de genre. C'est tout à fait extraordinaire, puisqu'on estime, les assises estiment que la diversité de genre dans la cyber est de l'ordre de 10% pour les femmes, un peu en dessous de 10%, 20%. Donc Éric Singer qui est chez Ingenico, mais qui a une carrière de cybersécurité qui est un petit peu longue. Il y a quelques trucs dans ton CV. Tu es un presque dinosaure, de ceux qui volent en tout cas, et Véronique Bardet, qui est la RSSI de Pierre Fabre, qui n'est pas encore dinosaure, enfin on te posera la question si tu te sens comme dinosaure. On va essayer d'exploiter trois thèmes, comme ça vous n'avez pas de surprise. Évidemment, de répondre à la question dinosaures mutants et si oui les deux, pourquoi. D'abord, on va essayer de regarder comment le métier les a impactés et beaucoup évolué depuis 10 ans. On a là trois personnes qui ont pas mal de recul pour nous expliquer comment leur métier a évolué. Je vous fais grâce des détails des impacts technologiques qui nous arrivent dessus, vous les connaissez mieux que moi. Après, on se posera la question de la dinosaurisation, est-ce qu'elle est en cours ou pas. Et enfin, on se posera des questions parce qu'en préparant ça, on a eu des discussions très marrantes, très intéressantes sur le devenir des ciseaux en formation aujourd'hui. C'est-à-dire qui va remplacer les dinosaures. Sont-ce des mutants? Question. Et sont-ce des dinosaures futurs à voir? Enfin, et pour terminer, le quatrième participant de cette table ronde, c'est la salle, c'est vous. Donc, vous pouvez intervenir, on est dans l'intimité. Si on peut concentrer vos interventions plutôt à la fin, puisque nos camarades ont préparé quelques messages clés, pardon, à la fin, on ouvrira vraiment le débat avec la salle pour en parler avec vous. Tout va bien? Tout est prêt? Parfait. Alors... moi, je suis que le modérateur, je ne sers à rien, sauf à compter les horloges. Et je suis tout à fait remplaçable. Et je suis un dinosaure, comme vient de me l'annoncer Jean-François, qui est un collègue dinosaure, d'ailleurs. Un collègue dinosaure. Moi, pour vous donner le cadre, j'étais aux premières assises de la cybersécurité à Deauville, il y a 25 ans. Ça ne nous arrange pas. Et il y avait des RSSI qui disaient « le mobile, jamais !» Et ils ont disparu 2 ans après. Le cloud, jamais. Hop là, il n'existe plus. On a vu de ces trucs, monsieur. Alors, pour rentrer dans le thème, t'en as vu, toi. Je me rappelle d'un gars qui disait le cloud, jamais. Disparu. Alors, dans l'ordre, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Claire? Alors, les slides sont inversés, ça perturbe un tout petit peu. Claire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et ton expérience en cyber? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis directeur de l'innovation, du digital, des systèmes d'information et de la cybersécurité dans une structure de 700 personnes qui s'appelle FIV Maintenance, qui appartient à un groupe international français né à Lille. Et donc j'ai le plaisir de regrouper entre mes mains toutes les nouvelles technologies et d'arbitrer entre le jamais et il faut. Très bien. Éric Singer. Je suis donc CSO de Ingenico. Ingenico, c'est l'entreprise qui fabrique des terminaux de paiement. Une entreprise qui a été découpée, qui a été rachetée par Worldline et revendue à un fonds d'investissement, ce qui est intéressant, un fonds d'investissement américain. Et je m'occupe de la sécurité de bout en bout, c'est-à-dire la sécurité des terminaux, informatiques, des biens, des personnes, des sites. On se connaît un peu, c'est ton combienième poste de CISO RSSI? J'en ai eu quelques-uns, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, à la fois dans l'industrie, chez Schneider, ouais, à la fois aussi un peu chez Areva, Orano, mais aussi en tant que, pas consultant, mais une boîte qui s'appelle Nexens, et aussi AK Technologies, en faisant très, très, très vite, et aussi j'ai débuté ma carrière chez Alcatel, j'étais auditeur. Premier auditeur en sécurité, c'était... À quel âge? Graine de dinosaure, j'allais dire. Mais... Ouais. Et à l'époque, on faisait après, c'était drôle, hein, c'était le premier auditeur sécurité chez Alcatel, c'était drôle. Bien sûr. Véronique, toi, alors, tu peux décrire rapidement ton poste, ta fonction? Alors, Véronique Bardet, des laboratoires Pierre Fabre. Alors, le laboratoire Pierre Fabre, c'est l'Occitanie parmi vous.
Plus exactement, c'est 10 000 personnes partout dans le monde. On distribue partout dans le monde. 70% du chiffre d'affaires à l'international, 30% en France. Moitié en médicaments et oncologie, chimiothérapie orale et ce type de médicaments. Et moitié en dermocosmétiques, les marques Aven, Ducré, Chlorane, Dexeril ou René Furterer. Et donc, en ce qui me concerne, donc je suis CISO du groupe. J'ai rejoint le groupe il y a 3 ans suite à une attaque. Et au préalable, j'étais dans le monde des banques. J'ai fait la Banque Postale et BPCE. Donc, j'arrive vraiment d'un monde bancaire et j'ai switché il y a 3 ans vers un monde industriel pour découvrir un nouveau rôle de CISO quand on passe de la banque vers l'industrie. Très bien. Je vois d'autres dinosaures qui rentrent. Salut Joseph. T'es bienvenu. Alors, rapidement, première question, sur l'étendue de votre carrière, qu'est-ce qui a changé? Parce que finalement, le rôle de RSSI à l'époque, quand on le décrivait au tout début des assises, on voyait bien une structure très technique, des fondations très très techniques, des pratiques assez isolées, pas loin du data center et tout ça. Qu'est-ce qui a vraiment impacté vos métiers, qui les ont fait changer jusqu'à aujourd'hui? On va commencer dans l'ordre, Claire. Qu'est-ce qui, toi, a fait changer ton métier entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as été en commençant ta carrière? Alors, ce qui change notablement, c'est le niveau d'attente vis-à-vis du RSSI et de ce qu'il doit garantir pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je passe du temps, certes, à faire de la technique, mais je passe aussi énormément de temps à lire des contrats, à les négocier, à garantir que ce que je signe va bien pouvoir être applicable, correspond bien à mon périmètre, correspond bien aussi à la contrainte réglementaire qui est la mienne. Et ça, pour le coup, c'est une activité à part entière qui est finalement assez loin de la technique. Est-ce quelque chose que tu imaginais au départ ou tu as pris le flow pour... Alors, c'est quelque chose que j'imaginais pas et qui a d'ailleurs retardé mon arrivée vers le métier de RSSI. Parce que finalement, cette partie contractuelle, elle est super intéressante. C'est aussi une possibilité d'écrire un petit peu ou de construire la route qu'on va emprunter. Si tant est qu'on s'intéresse aux petites lignes, à ce que ça va avoir comme conséquence, est-ce que je vais pouvoir le garantir, comment est-ce que je vais pouvoir le surveiller aussi, parce que y a tout ce qu'on écrit et puis il y a tout ce qu'on va pouvoir finalement constater ou devoir défendre à un moment ou à un autre. Très bien. Donc toi, c'est Impact, vraiment la carrière plus très littéraire, très juridique. Éric, pour toi, quelles sont les grandes évolutions qui ont changé ton métier? Les grandes évolutions, donc il y a eu avant 2017 et après 2017. Et j'ai eu vraiment un changement entre avant WannaCry où je faisais plutôt de la conformité. Donc j'étais là en seconde ligne de défense, je définissais des règles de sécurité, je les contrôlais, je m'assurais un peu à faire de la sensibilisation, de la communication, de l'organisation dans les entreprises. Il a pu m'arriver à mettre en place des plans d'amélioration de la sécurité type SAP, de faire du contrôle, de l'accélération des tâches, de communiquer avec des fois un niveau plus exécutif, mais ils s'en foutaient, ça leur faisait peur, plutôt à l'époque, avant 2017. Et j'étais plutôt dans l'équipe informatique N-2 du DSI. Et c'était vraiment l'empêcheur de tourner en rond. C'était intéressant parce que fallait toujours challenger ce qu'on le faisait. Et puis essayer de donner de la valeur au travail que l'on faisait. Et ça permettait d'apprendre notre métier, de pouvoir avaler des couleuvres, souvent, et également de pouvoir être résilient, et de commencer à être résilient. Et puis après, WannaCry et NotPetya, là, il y a eu des changements. Il est vrai que déjà, juste avant, c'est vers 2015-2016, on a commencé à faire des certifications ISO 27001. Et là, ça a commencé un peu à changer, parce que vraiment des attentes de l'ensemble de l'écosystème à vouloir avoir une garantie du niveau de sécurité. Et entre autres, Orange était un investigateur qui a permis de pouvoir transformer la sécurité de beaucoup d'entreprises. Ça a été, je pense, un transformateur voilà, de cette sécurité. Mais après, les attaques de grosses entreprises françaises, là, il y a eu l'attention des directions, et puis ça a tout changé. Et dans plein d'entreprises industrielles, entre autres chez Schneider Electric, on a pu voir que la sécurité, c'est devenu
une valeur métier. Et on a mis en place vraiment de la gestion d'incidents, de la gestion de crise. Et c'est à partir de là où j'ai pu faire des exercices de simulation de crise, où j'ai pu être beaucoup plus avec les métiers pour dire, tiens, comment on fait un plan de conduite d'activité ? Comment les systèmes digitaux, pas informatiques, digitaux, peuvent impacter telle ou telle organisation de l'entreprise ? Comment pouvoir se connecter et mettre de la valeur en se connectant avec des clients et avec des partenaires, à transformer l'ensemble de l'écosystème. Donc, et puis maintenant, c'est plus de la gouvernance et de la coordination de différentes actions que je faisais à l'époque, où moi-même je faisais de la formation, de la sensibilisation, de la gouvernance, de la réaction à des incidents. Et bien là, j'ai des équipes qui font ça, ça et ça. Donc on a beaucoup plus des expertises et des spécialisations métiers dans chaque type d'activité. On verra comment tout ça évolue, mais disons que tu es remonté dans la chaîne alimentaire, oui. La chaîne de gouvernance, pardon, oui. Et que tu as changé de place de parking. Tout à fait. Moins 5 ou moins 10. Tu as même une place de vélo éventuellement. Voilà. Et là, bon, c'est vrai que maintenant, l'Exco me demande, donc le comité exécutif me demande des comptes toutes les semaines. Véronique, de ton point de vue aussi, l'évolution, comment elle s'est faite ? Alors moi, l'évolution, alors déjà, il y a eu le passage de la banque au monde industriel. Donc effectivement, côté banque, c'est vrai que j'étais très liée à tout ce qui était régulation. Et j'avoue qu'au monde industriel, c'est beaucoup plus lié au business. C'est-à-dire qu'il faut que le business se déroule, quoi qu'il arrive. La régulation est importante. On fait du médicament, donc c'est pas moi qui vais en dire le contraire. Néanmoins, j'avoue que la régulation liée à la cyber n'est pas leur première préoccupation et n'est pas le levier qui va les faire bouger du tout. Donc l'impact pour moi, ça a été de dire attention, la chaudière que vous avez qui est connectée, sur laquelle il y a un OS système, peut-être une boîte noire, c'est quand même de l'IT et donc ça fait partie de notre exposition au risque puisqu'elle va être reliée à peut-être notre ERP qui va faire notre chaîne order to cash et tous ces éléments-là, arriver à acculturer et finalement à toucher à tous les métiers, ça a été vraiment pour moi ce qui a été transformant et qui est d'ailleurs le facteur hyper intéressant d'ailleurs du poste en tant que tel, puisque je peux tout aussi bien m'occuper encore une fois de cette chaudière dans le sud-ouest qui n'est pas considérée comme de l'IT alors que ça en est et faire en sorte qu'elle soit intégrée dans le SOC pour aller travailler l'après-midi avec un partenaire de pharmacovigilance parce qu'on a de la prestation de pharmacovigilance, vous savez, pour récupérer la donnée des patients suite à la prise de médicaments. Il faut qu'on récupère et qu'on traite absolument tous les retours sur les médicaments. C'est des prestations que l'on fait avec l'Inde, par exemple. Et c'est un tout autre sujet. Donc, ça fait un panel de métiers et d'activités qui sont extrêmement larges. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui en fait aussi l'intérêt aujourd'hui, c'est que d'un CISO qui s'occupait de l'infra, on se retrouve à un CISO qui va discuter avec tous les métiers. Et je dirais même peut-être plus, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être que ces fonctions-là qui ont cette vue complètement transverse d'un groupe. Donc vous venez de faire la démonstration que vous êtes des mutants. Faites attention, il y a des jeunes dans la salle. On n'avait pas anticipé ce phénomène-là. Donc méfiez-vous de ce que vous dites. Donc vous faites la démonstration que vous êtes des mutants, ou en tout cas capables d'évolution. Ça s'appelle l'agilité. Donc grande question, l'évolution de votre métier pour... certains, vous savez qu'on a repoussé l'âge de la retraite, il va rester plus longtemps. Et puis pour certains d'autres, vous êtes animés de la passion, donc vous allez rester longtemps au travail. Vers quoi on se dirige dans votre avis, est-ce que vous allez vous faire complètement absorber par une chaîne de gouvernance très politisée, très conforme, très juridique ? Est-ce que vous allez vous faire absorber par une chaîne au contraire encore plus technique parce que l'OT arrive et se transforme en IT à toute vitesse, mais veut rester de l'OT, donc c'est quand même assez complexe. Qu'est-ce qui se passe pour vos 10 prochaines années ? Toi, Claire, comment tu vois la chose ? En fait, la question, est-ce que tu vas devenir un dinosaure en plus élaboré peut-être un dinosaure augmenté, en tout cas. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que déjà, j'ai un métier qui est très, très, très diversifié, qui change, qui évolue. Comme le disait Véronique, la partie OT est aussi un vrai plaisir dans l'industrie. Parce qu'on a tout ce qu'on fait au niveau des assets que vont avoir nos utilisateurs, les smartphones, les tablettes, les petits trucs qui traînent et qui ne devraient pas traîner. Mais il y a aussi toutes ces machines qui sont communicantes ou qui vont l'être de plus en plus, puisque c'est un vrai sujet. Donc je le vois, mon métier évoluer et me faire évoluer, parce que l'agilité est aussi une des choses qui me motive au quotidien.
Et faire parler tous les besoins métiers, c'est aussi sans doute un des sujets d'évolution qui va être le plus notable, parce qu'aujourd'hui, le RSSI, il ne peut pas se contenter de regarder l'activité de sa société avec le prisme uniquement sécurité. Parce que derrière tout ça, on a aussi des enjeux qui sont liés aux technologies. Alors, je ne vais pas vous faire un speech sur l'IA, mais l'IA est un exemple, malgré tout, de ce qu'on va devoir gérer et qu'on va devoir absorber aussi dans notre activité. Parce que le choix est simple, finalement, c'est de se dire, soit on évolue, et on accepte que ces nouvelles technologies, elles fassent partie de notre métier, de notre périmètre, soit on n'accepte pas, et c'est le jamais de tout à l'heure, comme tu le disais, hein. Le jamais se fera sans nous, et s'il se fait sans nous, on disparaît. Donc pour le coup, c'est un métier qui va continuer à être passionnant, qui va continuer à être exigeant, mais qui va faire aussi des journées qui sont absolument hors du commun. Donc moi, je le vois comme ça, mon métier, et j'espère que je serai un dinosaure augmenté. Il n'y a pas un risque, c'est une très belle fonction, dinosaure augmenté, ça amuse les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abandonner, donc Chief Information Security Officer, d'abandonner le Security Officer pour être juste Chief? Il n'y a pas un risque de tomber dans du management pur, technique, certes, et d'abandonner la fonction sécu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans l'évolution que tu décris? Alors, il y a un moment... Ce qui n'est pas un renoncement, enfin... Où on a quand même un bout de renoncement, parce que quand j'étais plus informaticienne, je faisais plus d'actions techniques. Néanmoins, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être légitime et apporter quelque chose, non seulement à ma structure, et à parler aussi au bon niveau de langage avec le reste de mon comité de direction, c'est que je continue à m'intéresser à tous ces sujets, à être à côté de mes équipes quand on fait les implémentations, à challenger les méthodes d'organisation et à regarder comment est-ce qu'on va réussir à progresser ensemble. Donc ça, c'est un choix personnel d'organisation qui convient à ma structure et à mes équipes. Mais je ne vais pas faire de miracle, je ne peux pas être au four et au moulin sur absolument tout. Donc il y aura sans doute un peu de renoncement malgré tout. Eric, de ton point de vue, évolution, futur dinosaure augmenté, dinosaure moins augmenté peut-être? Ouais, enfin, une partie du dinosaure qui permet d'avoir ce recul, qui permet d'aider l'équipe à pouvoir dire ah tiens, ça c'est comme ça qu'il faut faire, je vais t'aider et je vais t'expliquer dans ce cadre-là, par exemple, comment faire de la sensibilisation. Ah tiens, on a cette attaque, là ça va se connecter par rapport à... l'impact métier, tiens, il faut mettre telle organisation dedans, il faut connecter avec telle fonction métier, peut-être la logistique, et il n'y a pas ces réflexes encore souvent, et nous on a les réflexes. Et ça, c'est un manager de transition, d'évolution interne. Là aussi, on n'est plus du tout en cyber, on n'est plus en technique. Non. Même s'il faut une culture. Compréhension du fonctionnement de l'entreprise, mais grâce à la cyber en fait. Et comme il y a une attaque cyber, merci. Grâce dans le cas d'un incident, parce que la première mission qu'on a, c'est quand même de protéger l'entreprise. Et ça va rester. Et je pense que pour protéger l'entreprise, on va être de plus en plus un tyrannosaure. C'est-à-dire, faut avoir du leadership et imposer cette sécurité à tout niveau dans l'entreprise. Tyrannosaure, c'est le gros prédateur, là. Ah ouais, oui. Méchant, hein. On ne peut pas être toujours gentil. Oui. On peut accompagner, expliquer, mais on n'est plus gentil, ça c'est sûr. Et je pense qu'avant, j'étais un peu plus gentil que ça, en fait, en définitive. Est-ce que les tyrannosaures ne sont pas destinés à finir dans les musées et dans les films bizarres parce qu'ils ont été beaucoup trop prédateurs et ils ont empêché de tourner en rond, ils ont mangé le DSI, ils ont mangé le DAF, ils ont... L'appétit du tyrannosaure, il est insatiable. C'est dangereux pour la profession, non? Tu crois pas? J'ai une question, Candide. Je ne vais pas répondre à cette question qui est un peu bizarre pour moi, mais... Oui, forcément. Mais ce que je veux dire, pour essayer de comprendre ce que tu dis, c'est... en fait, c'est plutôt de l'attention du leadership pour s'assurer que la sécurité est exécutée et réalisée. Pour protéger et donner de la valeur à l'entreprise. On est là pour protéger l'entreprise, à la faire évoluer et à s'assurer qu'elle va continuer à évoluer, à gagner de l'argent et avoir de la valeur. On est vraiment dans la transformation des modèles, en fait. C'est exactement ça. Véronique, de ton point de vue, dinosaure, mutant, on savait, mais dinosaure. Pour moi, pour le futur, notre métier, c'est un bon ciseau sera celui qui sera une tour à 360 degrés. Pour moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on ait la capacité
à superviser les datas qui maintenant sont éclatées et explosées à partir de tout un tas d'écosystèmes. On passe vraiment d'un monde où on avait à peu près les datas dans nos data centers. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On est vraiment dans des écosystèmes et des usages même de nos utilisateurs qui nous font de la donnée éparse. Donc, la donnée, l'accès au sens qui a accès à quoi, et est-ce qu'on identifie ces personnes-là? Et le troisième point, c'est bien sûr les flux. Et pour moi, le CISO doit pouvoir avoir cette vision sur cette cartographie de la donnée, des accès et des flux, et piloter cet écosystème. Et quelque part, il va être porteur de valeur parce qu'il va être le seul à avoir cette vision globale, données, accès, flux. Et il y a une deuxième conviction sur laquelle moi je travaille beaucoup dans l'entreprise aussi, c'est que on est tous aujourd'hui une identité digitale et physique. C'était déjà le cas depuis un moment, mais ces identités ont vraiment petit à petit fusionnent quasiment complètement. Et donc la fonction du CISO va de plus en plus aussi jusqu'à l'identité physique, puisque vous allez clairement, quand vous investiguez sur une donnée ou quand vous investiguez sur un incident, vous allez jusqu'à la personne, elle était où et est-ce qu'elle a eu accès physiquement ou vice-versa. Et pour être efficient, il faudra pouvoir bloquer tout le monde d'un coup. Le bouton rouge qu'on a au niveau de l'IAM sur la partie digitale, quelque part, il faudrait que le bouton rouge soit global sur la partie physique et digitale, qui ne puisse plus rentrer non plus dans l'entreprise. Et pour moi, ça, c'est un facteur clé parce que cette fusion entre les deux va vraiment amener à reprendre et repenser tout ce qui est lié à l'identité. Donc pour moi, le CISO, ça va être vraiment ces deux axes, une colonne vertébrale avec une tour à 360 et cette partie identité physique et digitale qui vont être la même chose à gérer. Et donc comment on va gérer cette partie-là? Tour de contrôle, d'accord, plus effectivement le sujet central de l'identité et de sa gestion. Eric, remarque. Oui, une remarque. Ce qui est très important, c'est qu'on est un animal qui s'adapte beaucoup, qui s'adapte au contexte de l'entreprise, à sa situation. Et nous, CSO, CISO, comme on s'appelle, on doit être un animal adaptable, qui est multiforme, qui a plein d'antennes partout, et plus on va évoluer, plus on va avoir des antennes, et avec des multi-compétences. Communication, juridique, technique, avoir cette compréhension de l'ensemble des piles techniques, avec un peu de renoncement, mais quand même, c'est multifacette. On est une sorte d'octopus, en fait, peut-être, ou de pieuvre, d'animal qui peut avoir avec plein d'antennes. C'est plutôt ça. Claire. Mais un animal sociable, parce qu'en fait, un des enjeux aussi pour le RSSI, qui était sans doute pendant un temps assez long, l'empêcheur de tourner en rond, qui était contre les autres, parce qu'il fallait imposer un niveau de sécurité, ne serait-ce que pour le bien de l'entreprise, qui devait perdurer et qui doit perdurer. Aujourd'hui, le rôle du RSSI, il devient beaucoup plus central et on a un certain nombre de cas où il monte sur les comités de direction et il devient aussi l'alter ego des DSI. Il ne peut pas être tout seul parce que tout seul, on n'arrive pas à faire changer les choses ou à arriver à avoir le bouton actionné au bon moment quand on veut tout couper. Donc cette sociabilité, ces partenariats, c'est le fait d'être en discussion permanente avec les opérations, parce que quand on est dans l'industrie, il faut produire, il faut que le service soit délivré, il faut que tout ce qu'on doit à nos clients soit délivré dans les temps. Mais il y a aussi ce partenariat avec la direction générale qui doit comprendre les enjeux. Et parfois, il faut l'affirmer avec force, comme tu le disais, peut-être pas en mode tyrannosaure, mais parfois pas loin, pour dire que la sécurité, c'est pas accessoire, que c'est central, et que le RSSI, il a ce rôle-là d'interlocuteur, finalement, de radio générale de l'entreprise aussi, pour les problématiques de sécurité. Ok. Monique, non, tu voulais faire un commentaire? Je vais faire une question provocante, mais vous pouvez pas me taper de là où vous êtes, de toute manière. On peut lancer les micros? Oui, mais il y a un fil, ça ira pas loin. Est-ce qu'on n'est pas sur un phénomène de survie absolument incroyable et pathétique? En fait, on pourrait se demander si le CISO n'est pas remplaçable par une machine bien élevée, par un consultant bien élevé, par une armée de consultants bien élevés. Est-ce que, techniquement parlant, on n'est pas en train de voir disparaître une fonction qui est née dans l'entreprise, qui va se poursuivre chez les prestataires, et dont l'entreprise se passera en l'automatisant, en la mettant sous forme de flux, qui sera un flux de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là à un moment donné? C'est une question pour vous. Est-ce que vous ne pouvez pas disparaître parce que finalement, votre fonction, elle est tellement compliquée d'une part,
elle est tellement transférable d'autre part, outsourçable, qu'il n'y a pas un risque sur la position un peu ancienne du ciseau. Eric, tu dis non. Claire, vous allez tous me dire non, mais c'était une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient à l'esprit maintenant. Je sais, c'est l'alcool, mais c'est le manque d'alcool plutôt d'ailleurs. Alors, on a eu la question quand il y a eu le Move to Cloud, où on avait tous les services informatiques qui étaient en PLS en se disant, bon, bah, d'ici 10 jours, globalement, j'ai plus de taf. Et tout va être externalisé, ça va être chez les GAFAM et youpi, c'est bon, il faut que je trouve à faire autre chose. Force est de constater que ça a supprimé peu de postes dans les DSI, voire pas du tout. La seule chose la seule conséquence qu'il y a eu, c'est que ça a complètement redimensionné et redessiné le quotidien de ces personnes-là. Elles font beaucoup plus avec le même nombre de personnes et elles font très différemment. Ma conviction, c'est qu'on fait de plus en plus différemment. Peut-être qu'on ne sera pas du tout le même RSSI qu'on l'était il y a 10 ans. Bon, je ne l'étais pas, moi, mais que tu l'étais il y a 10 ans, ou que j'étais il y a 4-5 ans. Mais on a aussi des enjeux qui arrivent et qui sont de plus en plus exigeants. Et ça, une machine, ça réussira peut-être à le faire à un moment. Mais avoir la conscience de la route qu'on veut faire employer à son entreprise et comment on va la faire perdurer, ça, c'est quelque chose d'intrinsèquement humain, parce que les paramètres sont nombreux. Encore une fois, technologiquement parlant, on y arrivera peut-être. Mais pour le coup, on a encore de belles heures devant nous, je pense. Très bien. Eric ? Oui, tout à fait. On a de belles heures devant nous. On est d'abord un animal humain. En tant que manager et en tant que leader. Mais on se connecte avec tout le monde dans l'entreprise. On est humain. Et je pense que peut-être les DSI pourraient avoir plus de soucis à se faire que nous, quelque part. Parce que le digital est partout. Le métier est digital, est numérique, et on est connecté à l'ensemble des êtres humains dans l'entreprise et des process métiers de l'entreprise, et de plus en plus. S'il y a un impact technologique suite à un incident où on s'assure que, par exemple, un incident qu'il y a la bonne chaîne de valeur ou la chaîne d'attaque qui a bien été prise en compte, on est là pour faire ça, pour le comprendre, pour faire aussi dans mon équipe. Maintenant, je mets du business continuity. La continuité d'activité métier fait partie de nos activités également. Et donc peut-être il y a une transformation de plus en plus vers le métier, et peut-être on sera plus dans la business résilience, et peut-être c'est ça l'évolution du métier. Véronique, chez toi ? Non, mais complètement. C'est la business résilience qui me parle. Et surtout, quand tu disais, est-ce que ça peut être remplacé par des consultants ? Alors, nous, on est très aidés parce qu'on est très externalisé en termes IT et CISO. Par contre, pour moi, la valeur des internes, c'est la connaissance du métier. C'est-à-dire que c'est vrai que ce soit quand on a un incident ou autre, je vois que la valeur des équipes, c'est clairement de dire « Ah, mais c'est à tel endroit, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué, ça si ça s'arrête, c'est pas grave, les laboratoires vont pas couler demain. » Par contre, et ça, c'est vrai que c'est pas le consultant qui va arriver de l'extérieur qui pourra donner cette vision-là. Donc pour moi, en ça, on est vraiment porteur de valeur. Je vous trouve infiniment élégant dans votre façon de regarder l'avenir, même si l'avenir est parfaitement terrifiant. Question suivante. Oui, mais si on s'arrêtait à ça... C'est propre de l'homme et de la femme, alors que l'élégance face au... Ce qu'on doit gérer, c'est le risque en permanence. Si on arrive à dormir aujourd'hui, on peut arriver à envisager l'avenir avec élégance, je pense. Vous êtes d'une grande beauté face à votre destinée, c'est incroyable. Mais toi, tu crois, Eric, qu'un consultant peut réussir à remplacer un CSO ou pas ? Alors, je vois des fournisseurs de services dont la promesse est de dire tout ce que vous ne comprenez pas, c'est moi qui vais le faire. Proposer des services sur étagère qui étaient des services au mieux offrants et qui sont maintenant au mieux disant, avec des obligations, non pas de moyens, mais des obligations de fin. C'est de la surpromesse qu'on voit arriver dans le monde de l'externalisation, avec, comme vous le savez très bien, la complexité non pas au premier jour, mais au jour où il y a le feu. Et là, il est trop tard. Mais c'est la surpromesse qu'on voit et la consolidation du monde outsourcé dans le monde en particulier a une tendance à dire aux gens, le sale, on va vous le gérer, vous allez garder d'autres fonctions. Mais après, la connaissance métier, elle n'existe pas. Connaissance métier et interconnexion. Quand vous avez d'un côté un SAP qui va vous gérer votre production, que vous avez du Salesforce qui va vous gérer vos ventes et que vous avez du Microsoft pour toute la partie données non structurées, finalement, quand il y a un souci, qui c'est qui est capable de faire le lien et même de faire discuter les différents providers que l'on peut avoir ? Bien entendu, c'est la DSI, mais sur la vision sécurité, le CISO a une réelle valeur ajoutée.
et un apport de valeur. Sur ça. Alors, tout en plus, une particularité, c'est que dès qu'il y a de l'OT, il y a des métiers. Hein. L'OT, aujourd'hui, il ne se traduit pas parce que c'est OT, c'est parce qu'il y a des métiers. Et l'OT, les flux qui structurent l'OT sec, hein, c'est vraiment des flux métiers, parce que le métier de retail n'est pas le même que celui de pharmacien et pas celui du chimiste. Et donc ça, effectivement, là, les consultants n'arrivent pas. Et d'autant plus que sur certaines industries, ce qui ne va pas être forcément le cas de celle dans laquelle tu travailles, on a un super panorama de vieilleries qu'il faut gérer aussi. Donc en fait, c'est l'environnement hétérogène qui nous rend utile. Parce que on sait où sont les vilaines bêtes qu'on peut plus mettre à jour, qu'il faut rétrofiter, qu'il faut surveiller plus que les autres. Et ça, c'est parce qu'on est aussi dans le quotidien avec nos équipes. Donc le RSSI, son intérêt, c'est qu'il sait aussi où il a des ampoules et là où il va avoir mal, possiblement. On va passer au stade suivant, qui est la préparation de l'avenir. Sujet, dans notre grande dignité face à une destinée, il y a la préparation de l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes encadrant probablement d'aspirants RSSI, d'aspirantes RSSI, d'alternants. Qu'est-ce que vous amène? Alors, on ne va pas débattre des fondamentaux technologiques que les écoles d'ingénieurs apprennent à nos jeunes. Ils sont indispensables, ils sont incontournables. Qu'est-ce qui vous arrive en tant que successeur? Jean-François, tout à l'heure, on te demandera ce que tu dis à ta fille au dîner quand elle prend un nouveau job. Ça, c'est intéressant. Mais vous, quand vous avez vos alternants, vos stagiaires, vos jeunes ingés, qu'est-ce qui arrive sur le marché comme mentalité, comme approche technique, comme approche professionnelle? Qu'est-ce que vous voyez arriver pour vous remplacer, en fait? Alors, on va pas tomber dans le c'était mieux avant, parce que c'est un peu facile. On ne pas faire ça. Et là, ça fait très dinosaure, pour le coup. Non, ce qui, moi, me surprend, c'est le côté ultra technique et l'absence de compréhension des organisations. Ce qui fait que, autant sur la partie technique, j'ai des personnes qui sont au niveau, autant il y a un gros apprentissage du monde de l'entreprise, de la réalité de ce qu'ils vont devoir gérer, à savoir quelque chose d'intrinsèquement humain. Les problématiques émotionnelles qu'on peut avoir dans un certain nombre de cas qui sont critiques, le delta qu'on va avoir entre la théorie qui est celle qui nous arrangerait si on pouvait la mettre à 100% en place dès notre premier jour d'arrivée, et ce avec quoi on va devoir transiger. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un périmètre hétérogène avec des machines qui ont 60 ans, ou parce qu'on est sur une structure qui est pas si grande que ça et que les moyens ne sont pas là, et que cette intelligence du métier, il faut qu'il l'ait pour réussir. Et ça, aujourd'hui, les écoles, sans doute, insistent moins là-dessus. C'est aussi tout le but du tutorat et de l'accompagnement du jeune ingénieur ou de l'alternant. Éric, de ton point de vue? Alors, moi, j'étais, il y a quelques temps, je m'occupais d'une école d'ingénieurs. Et j'essayais de refondre le cursus sécurité de cette école d'ingénieurs. Et j'étais surpris de voir que c'était tellement structuré, c'était un peu vieux, et pas adapté aux besoins de sécurité. Ils apprenaient la cryptographie, ils apprenaient des choses inutiles, alors qu'ils ne savaient pas gérer un SOC, un SIEM, ils ne savaient pas installer des choses, ils ne savaient pas communiquer, il n'y avait pas de soft skills, ils ne savaient pas présenter correctement des solutions. Et en fait, c'est ces soft skills qui sont importants. Alors, je ne parlerai pas de formation, je parlerai de parcours. Parce qu'on ne peut pas faire de la sécurité directement. On a besoin de pouvoir déjà passer par peut-être un cabinet de consultants. Je pense que c'est très important, de manière à pouvoir comprendre différents process dans l'entreprise, pouvoir faire du juridique, savoir communiquer et présenter correctement, c'est essentiel. Et puis, il y a une base qui reste la même. Et ça, c'était quand j'étais chez Alcatel il y a 25 ans. Je me rappelle quand on m'a embauché, on m'a dit tu dois être un aigle qui regarde tout en haut et qui doit pouvoir fondre dans l'eau pour pouvoir prendre le petit poisson. C'est-à-dire pouvoir être à la fois technique et rentrer dans le détail et encore être les yeux en haut. Et puis il faut encore avoir ça. Pas une buse, hein, un aigle. J'ai rien à rajouter après ça. Si, tu vois des jeunes passer. Non, mais moi, les apprentis, alors généralement, moi, les apprentis, quand ils arrivent, même s'ils sont très techniques, ils arrivent de fonction SOC, par exemple, et c'est la bonne nouvelle quand ça arrive ainsi, souvent, moi, ils démarrent par de la sensibilisation, et généralement, du coup, ça leur permet, alors ça semble bête de faire la sensibilisation et la communication, mais c'est un sacré challenge de s'adapter à chaque métier, aller vendre du MFA à des gens qui sont sur des lignes de production et qui ont des moufles aux mains,
tu vas pas le vendre comme tu vas pouvoir le vendre avec celui qui a son portable tous les jours devant lui. Et je trouve que quand les apprentis touchent du doigt ces parties-là et qu'ils vont faire quelques ateliers de cyber dans les usines ou à l'international aussi, parce que les usages et les cultures sont différentes, ils reviennent après pour travailler même dans des fonctions SOC avec une posture complètement différente, avec une compréhension des incidents et des parfois mauvais comportements, en tout cas des comportements à risque, mais qui ne sont pas mauvais, pas voulus en tout cas. Et ça change complètement de paradigme, même pour la gestion de l'incident derrière. Petit commentaire, Eric. Merci. Un petit commentaire. L'année dernière, avec Maria Iacono, on a créé l'Académie des Assises. L'Académie des Assises, c'était pour faire intégrer des cultures, des personnes diverses dans la sécurité et avoir ces diversités. Et donc, j'ai essayé de mettre des personnes en situation de handicap, des personnes diverses, justement, d'avoir cette diversité femmes-hommes dans l'entreprise. Et donc, là, j'ai testé ça. C'est pas tout le temps facile. Là, actuellement, j'essaie de prendre justement une apprentie qui est sortie d'une école de commerce, qui a détesté le commerce et qui veut faire de la sécurité informatique. Et ben, elle fait un peu ma vie. Elle travaille dans le SOC, gestion d'incidents, dans la compliance. Elle essaye tout et on verra comment ça marche. Mais c'est un peu, faut tester. C'est un pari quand même. Quelle méthode. Alors, pour terminer, on voit circuler des salaires de ciseaux, parfois proches des salaires de pilotes d'avion, dans les avions sont complètement automatiques. On voit des extrémités. Est-ce que ça ne monte pas au chou de certains jeunes qui viendraient là par pur opportunisme pour se faire fortune rapide et travailler peu? Il n'y a pas un risque que le métier soit trop... Oui, c'est un peu entretenu par les écoles. Moi, je voulais pas tirer sur les écoles qui peuvent me tirer dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en surpromettant sur cette profession en or? Claire, toi, tu... Si le côté je suis la crème de la crème et soyez contents si vous m'avez comme apprenti, je l'ai eu 1 ou 2 fois en entretien. C'est vrai, hein. J'en ai eu un qui est arrivé en me disant bon, alors moi j'accepte de venir si vous doublez mon temps d'alternance. Bon, je dis va voir ailleurs. Et donc, voilà, ça reste anecdotique, mais en général, ça se passe très bien quand on les envoie se confronter aux utilisateurs finaux. Donc, par exemple, vendre la double authentification à des personnes qui ont des moufles. Dans des salles à moins 15 degrés. Hein. Voilà, et là, pour le coup, en général, le retour à la réalité se fait. On les garde, pour ceux qui ont compris, ou alors ça fait de la perte au feu. Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'ils ne sont peut-être pas complètement faits pour ça et que RSSI, c'est aussi et surtout gérer des problèmes petits, gros, moyens, en fonction des périodes. Mais quand même, c'est comme le droit. En général, quand on fait du droit, on gère surtout des problèmes. Ok, merci beaucoup. Alors, on a un peu de temps pour aller se retourner vers vous, la salle. Moi, je suis curieux de savoir ce qui se passe au dîner dans la famille Loapre. Puisque ce matin, pour ceux qui étaient là, ont été présentés en exemples sociétaux. Monsieur Loapre et sa fille, Monsieur Loapre est RSSI d'un âge avancé maintenant, et sa fille entrant dans la profession. J'aimerais bien savoir ce que tu lui as dit pour la faire venir dans la profession, et où, pour que tu ne la dégoûtes pas, parce que certains d'entre nous, mes enfants veulent devenir guitaristes, je m'occupe de les dégoûter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as proposé comme modèle? On va peut-être te donner un micro, ou non Voilà. Merci. Ouais, du coup Déjà, j'ai l'impression de taper l'incruste, mais non, en fait, j'ai jamais proposé à Sarah de faire de la sécu. Il se trouve que... Qui d'entre vous a parlé de RSSI social? C'est toi, Eric, je crois. T'es pas sans le savoir, puis il y a quelques personnes dans la salle qui savent que quand tu fais de la sécu et que c'est un peu ta passion, ça déborde un peu le cadre de ton seul temps de travail. Donc ma fille passe des week-ends avec des mecs qui font de la sécu depuis qu'elle a 5 ans, en fait. Enfin, tu es un père, tu dois t'inquiéter quelque part à un moment donné. Non, ça se passe non, bien. du tout, parce qu'elle est dans le monde de la sécu, mais elle n'est pas RSSI, donc on peut faire plein de trucs dans le monde de la sécu. Très bien. Mais il y avait vraiment chez elle enfin, chez elle et ses congénères, puisque j'imagine que tu bon, je vais pas tout vous balancer, mais Sarah voulait faire de la coiffure, a fait de la coiffure pendant des années, et après a voulu faire
autre chose, et ça lui a semblé complètement naturel quand elle a fait du commerce, du marketing, etc., de faire ça dans la Sécu. Mais parce que... Enfin non, je vais... Bref, est-ce que dans la salle, il y a des questions pour nos interlocuteurs ou des témoignages qui peuvent nous intéresser ? Du coup, comme j'ai la sucette, j'en avais une, et du coup, j'ai même pas besoin de lever le doigt, c'est vachement pratique. N'abuse pas. En fait, merci déjà pour ces témoignages, je me suis reconnu dans plein de trucs que vous avez racontés. On a eu, puis alors, du coup, je vais prendre mon rôle de dinosaure, on a vu ce débat il y a de nombreuses années aux assises. Est-ce que un bon RSSI, c'est un expert en sécurité et qu'il est complètement interchangeable d'une boîte à une autre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui connaît bien la boîte et qui s'intéresse à la sécu? Je pense que vous avez tous donné la réponse. Et l'exemple des jeunes qui arrivent dans la sécu est vraiment très net. Je te remercie, je me suis reconnu. Alors oui, ils portent pas de moufle, mais effectivement, le MFA en usine, c'est un des meilleurs exemples. Moi, il y a une question que je me pose, parce que moi, mon remplacement, il vient, si ce n'est imminent, assez proche, donc il va falloir que je trouve une solution. J'ai les mêmes questionnements que vous, mais je me pose aussi la question, finalement, ça c'est pour toi Eric, parce que je sais que tu en fais depuis très longtemps. Nous, on a commencé à faire de la sécu, le boulot n'existait pas. C'était pas défini. Un boulot de RSSI, on a suivi l'évolution, en fait, comme tu disais, on faisait de la technique, on a fait plus du juridique, on a regardé les contrats, on a fait de la sensibilisation, enfin, on s'est adapté à l'évolution de notre métier. Est-ce que finalement, c'est nous qui avons la meilleure vision pour définir comment on peut être remplacé? J'ai un énorme doute là-dessus. Enfin, pour ce qui me concerne. Et vous n'avez pas parlé d'un truc que je trouve, qui me semble être une voie, en fait, sur l'évolution des jeunes qui, effectivement, comme tu dis, j'ai un peu l'impression qu'on revient en arrière, ils sont ultra techniques, le métier de leur boîte les intéresse assez peu. Vous n'avez pas parlé de mentorat? Alors, sur la partie mentorat, moi, je crois profondément à l'alternance. En tout cas, c'est peut-être pas un mentorat à part entière. Mais j'interviens à deux niveaux. D'une part, en prenant des alternants sur tous les métiers que je pilote et en essayant de les faire travailler ensemble pour qu'ils s'acculturent les uns aux autres. Parce que mes alternants en informatique ont leur propre prisme, en innovation digitale, pareil. Et en sécu, l'objectif, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas être isolés s'ils veulent réussir leur mission, quelle qu'elle soit. Sur la partie... donc pour moi, ça fait partie de l'accompagnement et j'ai des apprentis en direct et je souhaite continuer à le faire, justement pour transmettre tous ces moments qui sont plus ou moins faciles, pour qu'ils comprennent aussi que sur la partie RSSI, c'est un métier qui ne s'arrête jamais et c'est un vrai sujet pour le remplacement d'ailleurs, parce que ce qu'on était capable d'accepter quand tu es arrivé, aujourd'hui, on l'accepte plus de la même manière. Et souvent, la réponse qu'on nous donne, c'est alors surtout, fais attention au burn-out. Hein. Préserve-toi. Ok, très bien. Mais alors du coup, les week-ends, il y a quelqu'un qui me remplace. Ah non, budgétairement parlant, ça va pas le faire. Mais préserve-toi. Et ça, j'ai vachement de mal à le faire passer sur les générations d'en dessous qui n'ont pas forcément envie de faire du 24-24 et de jamais s'arrêter. Donc quand même, le remplacement, il va falloir travailler sur cette partie qui ne s'arrête jamais et sur comment on peut réussir à se redonder les uns les autres ou à prendre peut-être des astreintes pour une ou deux filiales quand on appartient à des groupes, quand c'est possible. Et sur la partie mentorat, et après je m'arrête, j'interviens aussi auprès d'un collectif qui s'appelle Elle Bouge, pour essayer de capter les profils féminins sur les nouvelles technologies, sur les métiers de l'industrie, etc., etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'on perd les profils féminins la plupart du temps à l'âge de 6 ans. Donc, essayer d'allumer des petites étincelles et de se dire qu'on est un dinosaure mutant, mais que finalement, on a l'air de s'amuser au quotidien. C'est aussi un des enjeux et un enjeu d'acculturation et de passation, je pense. Merci. Je suis obligé d'interrompre là